Aujourd'hui, on accueille Michel Muller, qui a une fonction de conseil en indépendant, qui va nous parler de durabilité et spiritualité, et puis surtout de comment est-ce qu'il met ça en application dans son activité au quotidien. Il va lui-même se présenter beaucoup plus en détail dans sa présentation qui a duré une quinzaine de minutes, et après on pourra commencer les échanges entre nous. Donc, Michel, je vous donne la parole et bienvenue dans notre groupe. Merci, bonjour à tous, merci de l'accueil. Je vais sans tarder ouvrir le partage d'écran. Voilà. Et qui ne veut pas s'ouvrir. Fenêtre. Alors, pourtant, la présentation, elle est ouverte. Tout à l'heure, ça marchait. En effet, on a testé avant. Ça marchait très bien. Très bien. Et là, on dit, alors je vais essayer de fermer ma présentation et de la réouvrir. Voilà. Et puis, affichage normal. Voilà, elle est de nouveau là, tac. Voilà, vous devriez la voir en ce moment. C'est tout bon, ouais. Elle est là. Alors, voilà, elle est là en grand. Oui, comme disait David, la présentation dure environ 15 minutes avec un certain nombre de commentaires sur les dias. Et j'ai repris la thématique générale business et spiritualité et j'ai rebaptisé durabilité et spiritualité. Voilà un petit peu, enfin j'en dirai évidemment quelques mots plus tard. Si vous avez des questions qui vous viennent en cours de présentation, je préfère que vous les posiez à la fin. Une première illustration de ma compréhension de l'expression business et spiritualité, de ce lien entre business et spiritualité, je le trouve dans le contexte que nous vivons, un contexte global, stratégique, RH et chaîne de valeur. Et là derrière, dans cette réalité résumée de notre quotidien et de nos affaires, la spiritualité est là, dans les remises en question, dans les relations, dans les modes d'organisation, dans les prises de décision et ce qui les sous-tend, à savoir les valeurs et l'éthique en particulier. Voilà une première illustration. Je passe à la présentation. Vous voyez ici. Michel, en fait, les slides, ils défilent pas sur notre écran. Ils défilent pas? Non, on voit que, comme si on était dans PowerPoint. Oui. Voilà. Voilà. Ah là, c'est bon. Ah, c'est quand je le mets c'est quand je le mets en présentation, ouais. En présentation, en diaporama. Là, vous voyez plus. Non, enfin là, on voit comme si on est toujours dans PowerPoint. Et puis là? Non plus. Mais on peut continuer comme ça va très bien. Oui, alors même que vous voyez les petites vignettes à gauche. Voilà, ouais, tout à fait. Très bien. Alors, je continue comme ça. J'habite Morges. La société Durabilité Conseil a été fondée en juillet 2020, mais je suis actif dans mon domaine depuis le mois de mai. J'ai mon siège à Prévrange, au centre Régus. Quelques explications sur cette dia. Donc, j'ai fait un DAS, diplôme d'études avancées en anglais, management durable à la Haute École de Gestion à Genève en 2019. Le mot RSE, c'est donc responsabilité sociétale de l'entreprise. AFNOR, Association française de normalisation, c'est l'équivalent de l'association suisse de normalisation. Il y a
l'IFC, qui est l'Institut de formation carbone, et GRI, c'est Global Reporting Initiative. C'est une formation à l'application de standards internationaux de reporting, de développement durable. Donc, vous avez ces 3 lignes, ce sont 3 certificats qui viennent avec le diplôme. J'ai, au cours de ma vie, eu aussi 2 autres formations importantes. C'est la première est mon master en théologie en 1986 et 1998-2000, une formation continue en politique sociale à l'Université de Genève. Donc, je dis que c'est une deuxième illustration de ma compréhension de l'expression du lien business et spiritualité. C'est ce parcours personnel dont vous avez un aperçu. Après mon master en théologie, j'ai exercé le ministère pastoral pendant presque 30 ans, en 2 grandes périodes de respectivement 12 et 17 ans, entrecoupées au début des années 2000 d'une activité de consultant avec le développement et la vente d'une méthodologie que j'intitulais l'éthique dans les relations de travail, évaluation ou élaboration de chartes de valeurs dans les organisations. Je dis que c'est une deuxième illustration de ma compréhension de cette expression et du lien business et spiritualité, et puis un début de ce que je considère comme durabilité et spiritualité. L'une de mes intuitions, visions ou vocations est de créer, d'établir, d'entretenir des passerelles entre le monde de l'entreprise, la réalité économique et professionnelle de tous les jours, et la spiritualité protestante qui est ma tradition, dans le cadre particulier de l'Église réformée vaudoise. Et c'est ce qui me motive à titre personnel, sans avoir dans mon métier actuel une sorte de feuille de route cachée selon laquelle je chercherai à convaincre, voire à convertir. Donc c'est plutôt une inspiration qu'un positionnement explicite en termes de conviction que je chercherai à susciter chez les autres. Voici une 3e illustration de ma compréhension de cette expression et de ce lien business et spiritualité. Ce sont les valeurs de ma société. Si vous allez plus tard visiter mon site internet, vous les retrouverez. Ces quelques valeurs, je les établis à la base de cette activité de conseil et cela sous-tend mes interventions et mes accompagnements. Alors c'est vrai que là j'ai introduit la dimension de durabilité que je mets en lien avec la spiritualité. Cette dimension-là, je crois qu'elle reprend, qu'elle condense, qu'elle exprime également ce qui précède, ou en tout cas, au travers d'elle, la spiritualité est présente et s'exprime aussi. Étant en effet la conviction, la préoccupation et l'engagement pour le long terme de la planète, des humains, de la vie, la durabilité a pour moi à voir avec le sens dans la compréhension la plus forte de ce mot. Quand je suis sorti de la HEG avec mon diplôme, j'ai pu petit à petit développer quelques concepts, quelques axes d'action pour ce que je fais maintenant. On se rappelle que la durabilité ou le développement durable a 3 dimensions, économique, sociale et environnementale. Vous connaissez la définition historique, développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C'est la commission de l'ONU, la commission Brundtland, 1987, qui a donné cette définition. Quand on parle de RSE, c'est ce que j'ai dit avant, responsabilité sociétale des entreprises, qui exprime le fait d'intégrer les enjeux et impacts sociaux et environnementaux dans l'activité économique. Et cela peut concerner évidemment la vision, la stratégie, la gouvernance,
le système de gestion, les processus opérationnels et les interactions avec toutes les parties prenantes. Quand je parle de performance durable, c'est une stratégie de performance de l'entreprise qui prend en compte les principes du développement durable, parce qu'on a la responsabilité sociétale de l'entreprise qui est au fond le principe, et la performance durable qui est l'objectif. Quant au management durable ou à la gestion durable, c'est l'ensemble des décisions de gestion d'une entreprise qui intègre les principes de la durabilité dans les activités pour créer dans le temps de la valeur ajoutée pour elle et ses parties prenantes. Donc on a le sens, on a le pourquoi, on a le comment et on a le quoi. 3 axes dans mon intervention où j'ai toujours en arrière-fond l'accompagnement des personnes. Je me préoccupe de la durabilité du dirigeant, de celle des équipes et de celle de l'entreprise. Alors, vous voyez ici un schéma. Oui, peut-être que c'est relativement petit, mais où vous voyez les 3 axes que j'ai mentionnés. L'axe du haut, le premier axe, c'est les 2 bulles qui sont dans le haut, à savoir, c'est oui, dans l'ensemble, c'est un accompagnement, une construction de solutions humaines simples et pragmatiques. La spiritualité s'exprime aussi à travers cela lorsqu'il y a l'écoute d'un dirigeant, la compréhension de ses préoccupations et de son besoin, puis un accompagnement avec des solutions concrètes qui lui sont proposées. Là se situe aussi la spiritualité dans ce soutien-là. Si je propose juste un soutien spirituel, entre guillemets, il est possible qu'il ne prendra pas. Et ce que je remarque, c'est qu'au travers d'un apport concret sur une question précise du chef d'entreprise, on est aussi si on est dans la compréhension, dans la bienveillance, nourri avec ce concret, on fait passer quelque chose aussi de spirituel. Alors, j'ai déjà un petit peu parlé de durabilité du dirigeant. Pour moi, le dirigeant auquel je m'adresse, c'est le patron d'entreprise polyvalent, petite entreprise, identifié affectivement à son entreprise, exposé, il doit garder le cap, motiver, assumer les décisions, les tâches au quotidien, les tâches vraiment diverses, de relations clients, production, gestion, etc. Et ce que j'appelle sa durabilité, ce sont sa stabilité, son équilibre, son plaisir, sa conviction en tant que professionnel et en tant que personne. Sa durabilité, ce serait peut-être d'y voir clair en retrouvant le sens de son activité ou en maintenant le sens de son activité. Sa durabilité personnelle contribue à assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, ce que j'appelle l'accompagnement personnel, c'est une proposition d'entretien, la seule proposition d'écoute, avec un engagement de neutralité et de confidentialité pour alléger la charge, renforcer les ressources intérieures, trouver du sens. S'il souhaite aborder des questions éthiques ou relationnelles, on peut évidemment aussi le faire. Ce n'est pas un coaching direct sur ces tâches, je ne vais pas lui donner du conseil en finance ou en informatique, c'est vraiment, on s'adresse à la personne. Un exemple que je peux donner à ce titre-là, c'est un échange que j'ai eu avec un directeur d'entreprise, avec une présentation des prestations, où on a pu échanger sur le souci qu'il avait de l'accompagnement de ses collaborateurs, leur formation, la nécessité qu'il voyait de construire éventuellement une charte, un moment où il allait se préoccuper du passage de témoin à un successeur,
On a parlé aussi de l'exercice de l'autorité en tant que patron, de la différence qu'il peut y avoir entre pouvoir et autorité. C'est un exemple d'un petit morceau d'accompagnement personnel que j'ai pu faire. Le deuxième item, ressourcement en groupe, c'est un projet que j'ai depuis presque une année, mais qui n'a pas pu se réaliser. Des rencontres matinales en petits groupes, un ressourcement dans un lieu calme, pour marquer une pause, réfléchir, méditer, faire le point sur un thème suggéré et partager le petit déjeuner ensuite. Donc ça se passe le matin à Crébérard, c'est en tout cas au-dessus de Puydou. C'est un lieu que j'ai identifié comme possible pour le faire. Je ne peux pas vous faire de retour là-dessus puisque tous ceux que j'avais prévus pendant le temps du Covid, même avec des ouvertures provisoires, n'ont pas pu se réaliser. Ça s'est refermé ensuite. Je remets ensuite ce schéma pour aborder la bulle qui est sur la gauche, durabilité des équipes, élaboration ou révision de charte des valeurs. De la même façon que j'ai essayé de définir la durabilité du dirigeant, je définis la durabilité des équipes. Je crois qu'une équipe est durable quand ses membres partagent une vision, des valeurs, établissent et nourrissent la confiance mutuelle, trouvent un sens en réalisant l'objectif commun. Donc, il s'agit d'efficacité et de performance, bien entendu, mais aussi de clarté et d'équité dans les relations. Quand je parle d'équipe, je désigne ici un groupe de projet, un service, les membres d'une direction, d'un conseil d'administration, les fondateurs ou les repreneurs d'une société. Qu'est-ce qu'on fait quand on élabore ou quand on révise une charte éthique? Eh bien, on se donne un outil pour affirmer l'esprit des relations dans l'équipe, le sens de son engagement, un guide pour la qualité et la cohérence dans l'action au quotidien. Alors, j'ai un exemple ici d'une entreprise de service qui est de moins de 50 collaborateurs, contact avec l'un des administrateurs, plus de 15 ans, me dit-il, d'existence de la société et nous avons souvent pensé à mettre au point une charte, mais on ne l'a toujours pas fait. Est-ce que tu voudrais nous aider à mettre au point et au net une charte des valeurs? Donc, j'ai mis au point une méthodologie pour un groupe de travail de 4 personnes qui a fait un inventaire spontané des valeurs. On a étudié des documents fondateurs de la société. On a porté notre attention sur la différence qui pouvait exister entre des valeurs explicites, affirmées déjà dans des documents, par exemple, ou les valeurs implicites qui sont vécues au quotidien et qu'on peut à ce moment-là nommer. On a fait une différence entre des valeurs qui sont concurrentielles, donc qui positionnent la société sur son marché, des valeurs organisationnelles qui concernent la manière dont on fonctionne par rapport à l'activité elle-même, et des valeurs comportementales qui ont trait aux relations qui peuvent être les relations entre collaborateurs, mais les relations avec les clients en particulier. On a donc eu un stock, si j'ose dire, de valeurs de 37. On a choisi 4 valeurs fortes et on a rédigé ensuite 3 à 4 phrases par paragraphe pour aboutir à un document sur une page et que la société elle-même a mis en page, suivi à long terme. Mis en page, on a décidé du suivi à long terme, comment est-ce qu'on allait communiquer aux parties prenantes, au public, comment est-ce qu'on allait sensibiliser le personnel et comment est-ce qu'on allait assurer la veille de ce document à plus long terme. Alors, je ne voulais pas partager ici, mais cette charte, vous la trouvez
sur Internet, c'est celle de la société ProConseil Solutions à Morges. Je le dis ouvertement parce que cette charte, elle est publiée sur son site Internet, donc elle est tout à fait ouverte et publique. Et parmi les valeurs qu'ils avaient mentionnées, il y a respect, il y a esprit d'équipe, mais il y avait aussi exigence, ce que j'ai trouvé assez courageux pour mettre dans une charte qui a vraiment du corps, si j'ose dire. Je passe plus rapidement sur le deuxième item de cette diapositive, élaboration d'un résumé des valeurs. C'est un travail similaire, mais qui peut être plus court, formaté pour rédiger une page également pour l'engagement de fondateurs ou de repreneurs d'une société, membres de conseil d'administration ou d'une direction. Ça pourrait être un document qui s'intégrerait, par exemple, à des statuts d'une SA ou à un pacte d'actionnaires. Voici à nouveau le dia sur les prestations. Vous avez les trois bulles en bas et à droite. Donc, les deux qui sont à l'étage intermédiaire sur la droite, c'est des diagnostics. Et en bas, c'est ce qui concerne des outils de formation qui peuvent être élaborés ou mis au point suite à des démarches qui peuvent être l'une ou l'autre de celles qui sont dans ce schéma. Alors, un dernier dia par rapport à la durabilité, c'est celle de l'entreprise. Une entreprise durable, pour moi, c'est celle qui veille de manière dynamique sur les enjeux environnementaux et sociaux de son activité. Elle regarde les impacts de son fonctionnement, elle les corrige, les répare si nécessaire, elle s'informe des attentes de ses parties prenantes et intègre cela dans son organisation. Alors, le diagnostic en question, c'est de voir comment le développement durable est intégré dans la gestion et dans l'activité de l'organisation selon la taille et les besoins, selon les souhaits en travail en entretien ou en travail de groupe. On examine de la documentation s'il y a lieu ou la manière dont l'entreprise fonctionne. Je vous donne un exemple. Il s'agit d'une entreprise du second œuvre de la construction de moins de 50 collaborateurs. On a fait un inventaire des points forts et des points d'attention en termes de durabilité et on s'est concentré en particulier sur les matériaux, les énergies, les déchets, la mobilité, le personnel, les certifications et les labels. Et on a préparé, c'était à leur demande, un document récapitulatif d'affirmation et d'engagement, résumé de stratégie de durabilité, l'objectif étant de le joindre au dossier de réponse aux appels d'offres de marché public. Les marchés publics, actuellement, la loi au niveau fédéral a changé, la loi au niveau cantonal va changer l'année prochaine, les pondérations en termes de durabilité deviennent plus importantes dans ces appels d'offres et c'était pour cette entreprise une manière d'anticiper, de suivre cette évolution législative pour pouvoir décrocher des marchés à elle seule. Cette pondération qui peut atteindre 15%, c'est pas vraiment beaucoup, va pas forcément faire la différence, mais à plusieurs reprises, ils ont été deuxième au niveau du prix. Et si vous êtes deuxième au niveau du prix, mais que vous êtes bon dans la durabilité, en tout cas que celui qui attribue le marché l'estime positivement, ça peut contribuer à vous faire passer l'épaule. Les formations, j'ai déjà mentionné tout à l'heure, ça peut être un suivi de démarches déjà faites ou des démarches spécifiques pour toutes sortes d'éléments de performance durable. Les autres interventions, c'est évidemment tout ce qui est conférences,
séminaires, études, articles, etc. Je pourrais compléter ce dia avec un mandat intéressant que j'ai pu remplir dans une administration publique où il était question des achats et justement de la définition de tous les critères par rapport à la durabilité qui était attendue des fournisseurs. Et toutes sortes d'éléments ont été mis au point pour les employés qui ont à décider d'attribuer les achats et de décider des achats et de les attribuer. Et on a pu consulter un certain nombre de fournisseurs de cette administration publique avec un premier jet du document charte des achats responsables, et ils ont pu faire des remarques qui ont permis de corriger les critères, de revoir le document, de revoir aussi les paramètres pour les collaborateurs et d'établir un certain nombre d'indicateurs de suivi qui vont être évalués plus tard au cours de cette année. Voilà, j'espère que… alors, c'est vrai que la deuxième partie a été plus sur l'activité, mais pour moi, je reste jamais loin de la spiritualité, non pas de manière explicite, mais parce que je pense que cette spiritualité, elle passe au travers de l'écoute, au travers de l'accompagnement, au travers aussi du soin qu'on contribue à aider, à réaliser pour cette planète qui est notre maison commune, en quelque sorte. Voilà, je suis reconnaissant de votre attention. Questions et discussions, et au plaisir de répondre. Alors, merci Michel pour votre présentation et puis d'avoir partagé les différents exemples. Il y a juste votre micro qui a été coupé juste à la fin. Alors j'espère que vous êtes toujours là. Je vous laisserai peut-être couper la présentation et puis on va… Ah voilà, je crois que Michel était juste ressorti de la salle. Ça arrive. Voilà, vous êtes de retour, Michel? Oui, je suis de retour. Il y a eu un bug là. Ouais, tout d'un coup, je ne voyais plus rien, je n'entendais plus rien. Pas de souci. Il faut peut-être activer la caméra. Est-ce que vous me voyez là? Alors, on vous voyait avant, mais il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas, moi, elle est activée de mon côté, mais moi, je ne me vois pas à l'écran. Il n'y a pas de souci. Nous, on vous voit. Donc voilà, on va ouvrir les questions, réactions suite à votre présentation. D'accord. Qui veut prendre la parole? Michel Guillemin, l'autre Michel de la soirée. Oui, moi j'aurais deux questions, mais il y en a peut-être une qui est trop indiscrète, donc vous m'en excuserez. C'est de savoir pourquoi vous avez abandonné votre métier de pasteur. Alors, certains disent que je ne l'ai pas abandonné, mais qu'au fond, je le poursuis d'une autre manière. Je n'aime pas le mot abandonner. Je dirais, disons pour moi, je vis les choses dans une certaine continuité. Alors c'est vrai que la posture est différente, les attitudes professionnelles sont différentes, et si j'ose dire, la proposition de valeur, elle est évidemment différente. Le point commun que je vois, c'est vraiment le haut degré de capacité d'écoute que je conserve, même si évidemment les tâches ne sont plus les mêmes. Après, si c'est des raisons fondamentales, il y a eu au cours des années un certain nombre de remises en question à propos du métier lui-même et du contenu du métier lui-même, avec lequel je ne suis pas fondamentalement fâché, mais lui et moi étaient peut-être plus faits pour vivre ensemble, de même que pour exercer dans cette institution-là,
à laquelle je n'ai par ailleurs pas tourné le dos. Donc, c'est pas le ministère qui est mauvais, c'est pas l'Église qui est mauvaise, c'est disons, le lien de Michel Muller avec l'institution et le métier à titre vraiment professionnel qui s'est distendu et qui fait qu'on prend à ce moment-là un autre chemin. Oui, merci beaucoup pour votre réponse très sincère. La deuxième question que j'avais, c'est concernant vos clients. Est-ce que vous avez l'impression que vos clients, ils viennent parce qu'ils ont une recherche d'idéal ou est-ce qu'ils viennent parce qu'ils ont des problèmes? Quelles sont les motivations principales si vous arrivez à les dégager de vos clients? Moi, je dirais qu'il y a, au moment où un client que je peux approcher ou qui s'approche de moi est là, je pense que sa motivation peut tenir dans l'un ou l'autre de ces trois mots, à savoir loi, conviction ou connaissance. C'est-à-dire que, et puis ça peut se combiner, hein. Donc la loi, c'est il va faire quelque chose parce qu'il y a un changement de loi qui, au niveau du développement durable, va l'obliger. On a depuis un certain nombre d'années le tri des déchets qui est obligatoire pour nous en Suisse, le principe du pollueur-payeur, etc. Et il n'y a pas de raison que ça ne soit pas actif dans les entreprises. Donc, bon, là, c'est opérationnel maintenant, mais disons, c'est une des choses qui va faire que le patron, même s'il n'est pas d'accord ou que ça l'embête, il va le faire parce que légalement, il y est tenu. En France, par exemple, ce n'est pas le cas en Suisse. Les entreprises, à partir d'un certain effectif, sont obligées de faire des rapports de durabilité. Qu'est-ce qu'on met en œuvre dans notre entreprise au niveau de développement durable? Et là, c'est effectivement, on le fait peut-être même si on n'est pas convaincu, mais parce que c'est la loi. La conviction, c'est, j'ai un ami qui a une grande entreprise de menuiserie, une autre que celle que j'ai mentionnée, qui à un moment donné a mis des panneaux solaires sur le toit de son usine et qui s'est dit je fais cet investissement. Alors il a eu des subventions de la Confédération, mais il a fait ça avec ses ouvriers, donc il a développé leurs compétences. Il a relié ses panneaux solaires à son alimentation électrique pour son usine et ses bureaux. Et maintenant, il a la préoccupation de mettre la totalité des panneaux solaires qu'il lui faut pour lui fournir l'énergie électrique pour ses machines de production. Donc là, il pouvait continuer à alimenter ses machines de production avec ce que lui fournit la Romande Énergie et ce qu'il paye. Et là, il a non seulement du courant il va avoir du courant pour ça, mais déjà, il a des potelets d'alimentation pour les voitures électriques dont il va pouvoir équiper sa flotte d'entreprise ou mettre à disposition de gens de passage ou voilà, à étudier, donc avec un tout petit bout d'économie circulaire là, qui est en train de se créer. Donc là, il l'a fait par conviction. Et puis, il peut y avoir la connaissance parce que je sais que c'est important de prendre soin de la planète. Donc, en particulier, l'entreprise dans laquelle je suis intervenu, en termes de mobilité, a mis au point un système pour les trajets de ces voitures d'entreprise vers les chantiers, pour regrouper les trajets, regrouper les gens, regrouper les trajets, pour amener le matériel, etc., pour optimiser les déplacements, ce qui lui permet d'économiser évidemment du carburant et puis aussi d'économiser du temps par rapport aux ouvriers qui sont acheminés sur les différents chantiers. Et comme je dis, loi, conviction, connaissance, ça peut se combiner. Parfois, c'est un petit peu flou dans l'esprit de celui qui questionne et qui demande, mais c'est, disons, les ressorts que je trouve le plus souvent. Soit on a la conviction qu'on doit faire quelque chose, soit on sait qu'on doit faire quelque chose, soit la loi nous ordonne de faire quelque chose. Merci beaucoup.
Moi, j'avais aussi une question, remarque ou clarification. C'est le lien direct que vous faites ou pas entre préoccupation environnementale, RSE et spiritualité. Pour vous, c'est des choses qui sont fondamentalement liées, que quand on commence à considérer un aspect, ça prend forcément forme dans toute cette continuité, ou c'est des choses qui sont vraiment séparées, dans le sens où on peut avoir une grande implication environnementale ou sur d'autres aspects de responsabilité sociétale, sans que ce soit accompagné d'un aspect qui aille un petit peu au-delà des simples considérations techniques, scientifiques par rapport à tout ça. Alors, moi, je dirais, c'est comme la foi. Au fond, je peux être un type admirable qui aime son prochain, mais qui n'a absolument pas la foi. Donc, il y a encore là l'aspect de la conviction. Qu'est-ce qui relie les deux? C'est l'attitude de quelqu'un, le parcours de quelqu'un, les convictions de quelqu'un. En soi, je ne pense pas que la RSE, ça soit spirituel au sens fort du terme, mais ça peut être une porte d'entrée, ou ça peut être, on peut s'apercevoir que ça nous fait réfléchir au sens de notre vie. Je pense que quand on commence à faire une démarche de responsabilité sociétale dans l'entreprise, on prend conscience, enfin moi c'est ce que j'essaye de faire quand j'interviens, c'est de dire voilà, je vous accompagne sur ce projet précis, mais sachez que ce projet précis, il est en lien avec quelque chose de plus global, avec quelque chose qui s'exprime de manière institutionnelle avec les objectifs de développement durable de l'ONU, avec la norme ISO 26000 qui est la norme de responsabilité sociétale. Alors, au sens strict, c'est pas on ne voit pas nécessairement la spiritualité là derrière. Mais à partir du moment où on s'engage dedans, puis on se dit, oui, en fait, ce qu'on a commencé ici a une portée beaucoup plus globale, ça concerne l'humanité dans son ensemble, ça concerne la vie de l'humanité sur cette planète, ça concerne le sens de notre vie les uns avec les autres, comment est-ce qu'on se comporte par rapport au Sud, qu'est-ce que ça signifie de mieux trier les déchets, de mieux entrer dans cette réutilisation, ce recyclage, etc., au lieu d'envoyer des tonnes de déchets dans le tiers-monde. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas forcément identifié comme spirituel, mais que moi je vois comme spirituel. Donc j'interprète comme spirituel. Et cet aspect-là, vous voyez que la grande majorité des personnes que vous accompagnez font ce lien aussi, ou c'est pas du tout une évidence? Alors, explicitement, je ne sais pas, mais disons dans les discussions qu'on peut avoir, mais j'ai la conviction que oui, dans la mesure où je pense qu'il y a de la spiritualité quand quelqu'un a la conviction de faire le bien, de faire quelque chose qui est bien pour ses employés, pour ses clients, mais aussi pour la planète. Quand quelqu'un vous explique qu'ils veillent régulièrement à changer les filtres de la cheminée qui fait sortir les fumées, voilà, parce que dans le quartier, les gens ne doivent pas être incommodés. Au fond, ils se préoccupent pas simplement de ne pas être amendés par les autorités, ils se préoccupent aussi de la santé du quartier, donc des humains. Donc il y a quelque chose là non seulement d'une bonne pratique,
en termes de gestion d'entreprise, mais il y a quelque chose d'une bonne action, entre guillemets. Et pour moi, ça, c'est spirituel. C'est peut-être pas exprimé, mais pour moi, ça... Je me disais en préparant ce moment que c'était un petit peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Quand on fait de la RSE ou quand on entre, disons, de manière sincère, oui, quand on s'engage quelque part, pour moi, il y a forcément quelque chose de spirituel. Alors, ça ne sera peut-être pas reconnu en tant que tel par les personnes en question. Moi, je ne viens pas sur le sujet si la question n'est pas posée explicitement. J'ai eu dans mon bureau un chef d'entreprise qui m'a demandé une offre pour un mandat, qui a essayé, j'ai aidé de formuler au fond son besoin par rapport au projet particulier, mais je sais par ailleurs que c'est un croyant, et donc on a pu aussi situer les choses dans cette perspective-là. Mais c'est bien parce que je savais qu'il l'était que j'ai pu aller sur ce terrain-là, parce que lui aussi savait quel était mon parcours. Mais je crois qu'en tant que professionnel consultant en entreprise, je ne peux pas aborder de front cette question d'emblée, parce que c'est juste le problème, c'est justement le front. Parce que au fond, dans ce sens, je suis pas là pour ça en premier. Je suis pas là pour faire une proposition d'accompagnement spirituel. Par contre, si au travers de l'intervention, de l'attitude humaine, de la relation, de l'écoute, il y a une attention à l'autre et un souci éthique de répondre à ses besoins avec du contenu qui est solide, qui est fiable, qui est professionnellement costaud, il y a quelque chose de spirituel là derrière. Je crois que le spirituel, c'est aussi, la spiritualité, c'est aussi le lâcher prise. C'est donc de le faire passer au travers de cet engagement et de cette attitude vraiment professionnelle au sens fort du terme, qui laisse l'autre libre d'en prendre quelque chose aussi de ce point de vue-là, et sans même lui demander d'en parler ou d'en rendre compte. Ça se vit pour moi en filigrane, et si honnêtement quelque chose a pu changer à titre personnel dans la vie même, ou dans les convictions, ou dans la perception du sens chez les gens que j'accompagne de manière professionnelle, ben j'en suis heureux, mais je ne cherche pas à le susciter et je ne le maîtrise pas. Et je ne cherche pas à le faire, d'ailleurs. Donc, je n'ai pas de calendrier caché, hein, comme je disais tout à l'heure. Je ne cherche pas à convaincre de quelque chose. Je n'ai pas un agenda caché. Si des gens souhaitent aborder à un moment donné le sujet, eh ben, ça se fait, entre guillemets, off the record, quoi. C'est l'occasion de la rencontre humaine qu'on a à ce moment-là qui prolonge après sur cette discussion. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, une remarque ou un commentaire? Yolanda, Milka ou David? Moi, j'ai juste une question. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce qu'au fait, dans les entreprises que vous accompagnez, à un moment ou un autre, vous arrivez toujours sur le spirituel, ou il y a des entreprises sur lesquelles ça ne se manifeste pas?
je dirais, comment est-ce qu'il faut définir le spirituel? C'est comme je l'ai défini tout à l'heure, c'est pas pour moi un propos, quel que soit le moment du mandat. Si d'une manière ou d'une autre, dans la relation humaine, le sujet vient, ou le sujet, mais qu'est-ce que ça a comme rapport? C'est vrai que le sujet vient peut-être plus souvent lorsqu'on parle de questions de valeur en construisant une charte, parce que là, on est vraiment sur le sens au travers des relations, que dans les démarches à proprement parler, où on parle de mobilité, où on parle d'énergie, où on parle de déchets, etc., même si ça a un rapport avec la santé de l'être humain, la santé au sens large et la santé de la planète. Je dirais, mais ce n'est pas un mot que je prononce durant un mandat, sauf si le client ou un membre du groupe d'un coup dit je trouve que c'est vachement spirituel ce qu'on est en train de discuter. Ben oui, à ce moment-là, c'est amené par le client ou par le membre du groupe de travail. Pour moi, il y a une sorte de frontière que je mets dans cette affirmation explicite, mais je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. Partiellement, alors j'en ai une autre, parce que j'ai l'impression, merci pour la réponse, j'ai l'impression qu'au fait qu'un de vos points forts, vos points de différenciation, c'est votre parcours en théologie et d'avoir été pasteur. Donc, ma question plus précise, c'est que est-ce que ça, au fait, dans vos accompagnements, à un moment donné ou un autre, ça ressort systématiquement, ou est-ce que c'est quelque chose qui passe vraiment en tâche de fond et... La biographie brève que je vous ai faite, avec la mention des diplômes, etc., et du parcours, elle est systématiquement inscrite dans les offres. Mm-hmm. Donc, on sait au moins que j'ai un master en théologie. Mm-hmm. Et ça ressort quasiment toujours dans les entretiens de prospection ou de promotion, parce qu'en fait, oui, effectivement, le chef d'entreprise, il veut savoir d'où je viens. D'où je viens, qu'est-ce qui fait que j'en suis là et avec cette proposition-là. C'est toujours accueilli extrêmement positivement, même si on a un cadre de mandat qui est vraiment circonscrit à soit la charte, soit un diagnostic de durabilité ou comme ça. En tout cas, c'est explicite. Et ce que je remarque, c'est que ça ne pose jamais aucun problème. Il y a 20 ans, j'avais fait une charte dans une entreprise et le patron m'avait dit je viens vous trouver parce que sur ce point-là, c'est vous l'expert, c'est vous le professionnel, justement parce que vous êtes théologien. Vous allez nous aider à travailler sur cette question parce que pour mon équipe, en l'occurrence, c'était une des équipes dans son entreprise et on a travaillé avec cette équipe et on a fait la charte, mais on l'a faite pour l'ensemble de l'entreprise. Il y avait des questions relationnelles qui se posaient. Eh bien, voilà, il disait sur les questions de valeur, c'est vous le professionnel. Et c'est justement pour ça que je vous appelle. Merci. Moi, j'ai un peu une question complémentaire par rapport à ça. C'est, selon vous, quelles sont les compétences humaines que vous avez acquises en tant que pasteur qui peuvent être vraiment utiles dans une posture de conseil comme vous avez maintenant? Souvent, quand on se lance dans le conseil, on va facilement prendre des formations pour travailler sur sa posture. Par exemple, moi,
je me suis formé comme formateur pour adultes, je me suis formé en coaching. Et puis, voilà, est-ce qu'en fait, il y a d'autres chemins, dont celui que vous avez pris via la théologie, puis exercé comme pasteur, qui permettent de développer ces compétences qui sont très importantes quand on est en conseil, notamment autour de l'écoute, mais aussi de comment soi-même on se place vis-à-vis de la personne, de ses besoins et de ses attentes. Est-ce que vous identifiez des choses en fait qu'on retrouve, quel que soit le chemin qu'on prend par rapport à ça? Oui, alors effectivement, la notion d'écoute active, elle est absolument centrale. Si on ne sait pas écouter, on aura des difficultés à faire ce métier. Effectivement, c'est-à-dire il y a cette capacité d'essayer de se mettre à la place du client et d'essayer de comprendre là où il est pour pouvoir ensuite l'accompagner et lui proposer des solutions, ou en tout cas un cheminement vers des solutions que souvent on trouve ensemble. Ça, c'est absolument central et je crois que c'est, disons, un point fort. Si on ne se sent pas très bien, pas très sûr, qu'on a envie de faire du conseil, qu'on n'est pas très sûr, il faut se former en écoute active. Et je dirais, il y a peut-être une deuxième chose. Il y a non, je dirais que c'est la chose principale. Une autre chose, peut-être, c'est les capacités de communication pour rendre compte du travail qu'on a fait. Donc, apprendre à parler en public et puis bien rédiger. Être précis, avoir le mot juste, entretenir des compétences professionnelles et puis surtout ne jamais arriver quelque part en disant « jusqu'à présent vous avez tout fait faux, je vais vous montrer comment il faut faire ». C'est-à-dire respecter le parcours propre de la personne qu'on a en face de soi, respecter le parcours de l'organisation qu'on a en face de soi, son activité, la logique dans laquelle elle se situe, essayer de connaître son marché. Et souvent, quand on fait parler les gens et qu'on écoute les gens, alors ça permet d'avoir les conditions qui sont vraiment nécessaires à réussir.